Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une grande question du monde du code. Pourquoi est-ce qu'il existe autant de langages de programmation? On parle de centaines de langages. Alors, est-ce que c'est un chaos total ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière tout ça? Le chiffre est assez dingue, non? Plus de 700 langages de programmation répertoriés. Et encore, ça dépend des sources. Alors la question est simple, pourquoi on n'a pas créé un seul langage, un langage universel qui mettrait tout le monde d'accord? Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. La réponse la plus simple, la voici. Un langage de programmation, c'est ni plus ni moins qu'un outil. Et comme dans une caisse à outils, on n'utilise pas un marteau pour planter une vis, eh bien en code c'est pareil. On ne choisit pas le même langage pour faire un site web, un jeu vidéo ou le cerveau d'un robot. Pour bien piger cette idée de boîte à outils, le mieux, c'est de faire un petit retour en arrière. On va voir comment toute cette diversité a bien pu naître. Faut s'imaginer qu'au tout début, communiquer avec un ordinateur, c'était un vrai casse-tête. La seule langue qu'il comprenait, c'était le binaire, des suites de 0 et de 1. C'est super efficace pour la machine, bien sûr, mais pour un humain, c'est quasiment impossible à lire et à écrire sans faire d'erreur. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. En 1954, Fortran débarque, et c'est une vraie révolution. On pouvait enfin écrire des instructions qui ressemblaient à des formules mathématiques. Bien plus tard, en 72, le fameux langage C arrive. Il a été créé pour développer le système d'exploitation Unix, et il a trouvé un équilibre génial entre le contrôle de la machine et une écriture plus humaine. Et puis, saut dans le temps, années 90. Python est né, avec une philosophie complètement différente, la simplicité et la clarté avant tout. Toute cette évolution nous amène à la distinction la plus importante pour comprendre pourquoi il y a autant de langages, la différence entre ce qu'on appelle le haut niveau et le bas niveau. Alors, un langage de bas niveau, comme le C par exemple, c'est un peu comme piloter une voiture de course. On a un contrôle total, on gère tout manuellement, le moteur, la mémoire, chaque petit composant. C'est extrêmement puissant, ça donne des performances de folie, mais ça demande une sacrée expertise et ça ne pardonne aucune erreur. Et à l'opposé, on a le langage de haut niveau. Un langage comme Python ou JavaScript, c'est la voiture moderne avec une boîte automatique. Il s'occupe pour nous de tous les détails compliqués, comme la gestion de la mémoire. Il est beaucoup plus proche de la logique humaine, ce qui le rend plus simple à apprendre et permet de se concentrer sur ce qu'on veut construire. Cette pyramide, elle est parfaite pour visualiser le concept. Tout en bas, on a le binaire, la langue que la machine parle. Juste au-dessus, les langages de bas niveau qui sont une première traduction. Et puis, plus on monte, plus on s'éloigne de ce qui se passe dans les circuits de l'ordinateur pour se rapprocher de notre façon de penser, nous, les humains. Ce tableau résume bien le compromis à faire. Haut niveau, super facile à lire et à écrire, et ça marche sur plein de machines différentes. En contrepartie, on sacrifie un peu de performance. Bas niveau, des performances de dingue, un contrôle total, mais c'est bien plus complexe, et souvent, le code est lié à une machine bien spécifique. Il n'y a pas de meilleur choix en soi, juste le choix le plus adapté au problème qu'on veut résoudre. Et il y a une autre différence super importante, c'est la manière dont le code est exécuté. Un langage compilé, comme le C++, est entièrement traduit en langage machine une bonne fois pour toutes avant d'être lancé. Résultat, c'est très rapide. A l'inverse, un langage interprété, comme Python, est lu et traduit ligne par ligne au moment où on le lance. C'est un peu moins rapide, mais ça offre souvent plus de souplesse. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment tout ça s'applique dans le monde réel? Quel outil pour quelle tâche, concrètement? Pour un site web, par exemple, on a besoin de plusieurs spécialistes. JavaScript, c'est le roi incontesté pour tout ce qui est interactif, tout ce qui bouge dans notre navigateur. Et pour la partie invisible, le serveur qui gère les données, on va souvent utiliser des langages comme Python ou Ruby qui sont très efficaces pour ça. Par contre, quand la vitesse est la priorité absolue, comme pour les jeux vidéo ou les systèmes d'exploitation, là, on se tourne vers le bas niveau. Le C++ est le champion des moteurs de jeu. Pourquoi? Parce qu'il permet de gérer la mémoire et les ressources graphiques avec une précision d'horloger, pour que tout soit parfaitement fluide. Le monde du mobile a lui aussi ses propres langages. Pour les applications sur iPhone, Apple a créé Swift, un langage moderne et sécurisé, taillé sur mesure pour son univers. Et de l'autre côté, sur Android, on a historiquement Java, qui est de plus en plus épaulé, voire remplacé, par Kotlin, qui est plus moderne et plus agréable à écrire. Et même pour apprendre, il y a des outils spécialisés. Python est presque toujours recommandé pour débuter. Sa syntaxe est très propre, très lisible, ce qui permet de se concentrer sur la logique sans se prendre la tête. Et pour les plus jeunes, il y a même Scratch, un langage visuel où on assemble des blocs sans même avoir à taper une seule ligne de code. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, vers quoi on se dirige? Au final, cette grande diversité de langages, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est une force incroyable. Ça montre que l'informatique est un domaine qui ne s'arrête jamais d'évoluer, qui invente sans cesse de nouveaux outils pour répondre à de nouveaux défis. On termine donc avec cette question en suspens. Est-ce qu'on verra un jour un langage parfait, un langage ultime, capable de tout faire? C'est une idée séduisante, c'est sûr, mais la réalité c'est que la spécialisation sera probablement toujours plus efficace.
La vraie question, ce n'est donc peut-être pas quel langage va tous les remplacer, mais plutôt quel sera le prochain outil génial qu'on inventera pour relever les défis de demain.